Lacan, nous et le réel, 81e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Après avoir révisé un petit peu ce qui concerne les discours, nous allons essayer de voir un peu les modalités concrètes que cette histoire de discours implique. Alors, un statut sur Facebook, là, m'a fait rappeler que il y a 4 ans exactement, avait lieu à Uzès un séminaire où j'étais invité par Valérie Vie, dont le titre, le sujet était une phrase de Samuel Beckett, « Ce qui se passe, ce sont les mots ». C'est très simple, mais c'est tellement simple que pour la plupart des rêveurs que nous sommes, cette phrase est inécoutable. C'est-à-dire que c'est impossible d'en pénétrer le sens jusqu'au hors-sens qui constitue son réel. Parce que nous sommes tellement sûrs d'être dans le monde, d'être pris dans quelque chose qui s'appelle la société, que nous n'arrivons pas à entendre des mots aussi simples que cela. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'illustrer une autre phrase très simple de Freud et qui reste absolument inécoutable pour, je dirais, une immense majorité des psychanalystes eux-mêmes. C'est même pas la majorité des gens. Donc la phrase de Freud, très simple, c'est la société qui procède du refoulement et pas l'inverse. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, si nous repartons de cette formule de Samuel Beckett, ce qui se passe, ce sont des mots, nous avons affaire à une profusion de mots qui fusent et jaillissent de partout, que ce soit dans les conversations de la rue, bien sûr, dans ce qu'on appelle maintenant les médias mainstream par rapport aux réseaux dits sociaux, et tout le monde parle d'une certaine manière et il est de l'ordre normalement de l'écoute analytique, puisque Lacan le rappelle dans un petit passage qui s'appelle l'interview à France Culture, que le plus important pour un psychanalyste, c'est de savoir dans quel discours il est pris. Ce qui se dit aussi, savoir s'y repérer dans la structure. Et ce que nous constatons donc, c'est que il y a une structure à l'œuvre qui agit comme Freud avait déjà noté le terme sous l'appellation de Kultur über Ich, c'est-à-dire un surmoi social. Ce surmoi social, il est structuré vraiment sur le modèle du discours capitaliste tel que Lacan l'inscrit à la Lavagne en 1974 à Milan, c'est-à-dire comme le 5e discours, mais qui n'en est pas un, puisqu'il ne fait pas lien social. Je vous renvoie au séminaire précédent pour revenir sur cette histoire de discours. Donc, nous avons un tas de mots qui fusent et qui sont tous structurés d'une certaine manière. Si vous écoutez attentivement la manière dont les phrases sont construites, la syntaxe, sous des aspects extrêmement différents, il y a quand même quelque chose qui revient comme un invariant. C'est là où la dimension de structure est intéressante, parce que derrière la pluralité des formes, il est possible de retrouver la structure, un peu comme par rapport à, je sais pas, la diversité des personnages que vous croisez dans la rue. Il y a quelque chose de comparable dans la structure, qu'on pourrait dire leur squelette, par exemple, qui est construit d'une manière similaire. Donc cette structure-là, aujourd'hui, nous amène à une forme de, disons, fausse opposition
entre, d'un côté, des forces politiques qui ont pris le pouvoir depuis un certain temps. Alors, ils sont couverts de plusieurs noms, les mondialistes, les transhumanistes, etc. C'est-à-dire que c'est le courant qui, traditionnellement, s'appelle néolibéralisme et qui représente, en gros, les gens au pouvoir dans la plupart des sociétés dites occidentales, mais que je préfère dire occidentées. Parce que occidental, c'est déjà un peu trop élevé pour ça, vu que l'Occident, ça n'existe pas, si ce n'est une tendance à assumer la mort du soleil notamment, puisque l'Orient et l'Occident se définissent comme ça, le côté du lever du soleil et le côté du coucher du soleil. Or là, c'est absolument l'inverse, puisque passer de l'occidental à l'occidenté, c'est se rendre compte qu'il n'y a plus d'accès à cette notion fondamentale qui s'appelle la finitude et qui était chez les Grecs désignée par le mot poros, la limite. La limite, donc, qui a donné, bien sûr, son inverse, c'est-à-dire l'aporie. L'aporie, c'est une proposition qui ne veut rien dire parce qu'on n'arrive pas à s'en emparer. Il n'y a pas de limite. Pour qu'on puisse s'emparer de quelque chose, il faut qu'il y ait une limite pour ça. Et donc, nous vivons dans une société, disons, où le mot d'ordre est plutôt sans limite, vivez sans limite, dépassez les limites, blablabla. Bla, bla. Ce discours capitaliste qui fonctionne sur un déni du réel, une évacuation du réel, puisque ça fonctionne sur un déni de l'impossible. Alors bien sûr, puisque si tout est possible et que l'injonction, le mot d'ordre, le surmoi social, eh bien c'est sois toi-même, sois qui tu es, puisque tu peux être tout, tu peux tout faire. Et donc, bien sûr, c'est faux. Donc, ça génère de l'anxiété. Et ça génère de l'anxiété parce que, bien sûr, que ça ne fonctionne pas comme ça. S'il n'y a pas de possibilité de s'emparer de quelque chose comme une limite, c'est impossible. Il y a un cadre minimum à partir duquel quelque chose peut avoir lieu. Et donc, nous sommes à l'opposé de ce qui, pour les Grecs, était la condition même de pouvoir faire quelque chose de sa vie, c'est-à-dire trouver la limite. Et ça, bien sûr, ça va se retrouver dans toute l'histoire de la civilisation. Et depuis son premier avènement, c'est-à-dire la possibilité que naisse un être humain, il y a des limites. Les limites, donc, c'est quelque chose avec lesquels nous devons apprendre à faire parce que sinon, eh bien, les limites se déplacent ailleurs. Ce n'est pas qu'elles disparaissent, c'est qu'elles se déplacent ailleurs. Donc, aujourd'hui, si la plupart des personnes que vous pouvez croiser semblent complètement égarées, l'égarement n'a pas lieu dans, disons, le registre des places sociales, parce qu'il y a des gens qui ont des très grosses situations socialement, qui gagnent très bien leur vie, mais ils sont égarés malgré tout, puisque ce qui est palpable, ce qui est visible, c'est une absence de repères là où il convient d'avoir des repères, c'est-à-dire dans le système symbolique. Je vous rappelle que nous sommes des par-lettres, donc des êtres parlants. Et cette condition-là d'être parlant, elle vient du fait de la mise en place pour nous d'un appareil psychique qui nous permet de compenser quelque chose de l'ordre d'une déréliction, d'une perte absolue qui est la perte du corps maternel qui est en même temps notre propre corps. Donc pour en revenir à notre petite phénoménologie de la mère et de l'enfant, vous remontez les séminaires précédents, nous avons cette tragédie, on peut dire, là le terme tragédie n'est pas
exagéré, puisque c'est ce qui conditionne l'insu de nos actes, une tragédie à laquelle nous sommes confrontés, qui est qu'à un moment, donc au moment qui s'appelle la naissance, nous perdons accès à ce qui nous a porté et que nous ne considérions pas alors comme quelque chose d'étranger à nous-mêmes qui nous portait, mais c'était vraiment nous, ce corps-là, avec lequel nous faisions corps, justement. Et il nous a été arraché, en quelque sorte. Donc, ce qu'éprouve le bébé, donc je vous rappelle que quand il demande à téter le sein, c'est pas un sein extérieur, étranger qu'il tète. Il est encore dans une phase, disons, de confusion, au sens pareil, premier étymologique du terme, avec le monde, puisque le monde, c'est encore lui, là. Donc le sein qu'il veut téter, le sein de sa mère, c'est son propre sein. Eh bien, ça lui a été arraché, et donc, ce qu'il éprouve là, c'est ce qui s'appelle l'impuissance. L'impuissance, donc, concerne un fer. Il ne peut pas revenir à un état hanté. C'était déjà le cas dès la dernière contraction. Je vous rappelle que ce n'est pas une question de volonté, ni de quoi que ce soit autre que une forme qui semble être une détermination qui transcende les possibilités subjectives, personnelles, individuelles. C'est-à-dire qu'au moment du jeu des contractions utérines, la dernière contraction, le bébé, bien sûr, qui est pris dans ce jeu, je rentre, je sors, je rentre, je sors, il sort et là, c'est fini. Il ne peut plus revenir. Son destin est scellé. Il est sorti et il ne peut plus revenir en arrière. Donc, à ce moment-là, je reviens un peu sur ces dimensions-là, parce qu'il est impossible de présenter ce que je vais faire sans avoir un minimum d'horizon à partir duquel nous pouvons nous saisir de ces principes-là, notamment de ce qui s'appelle das Ding, la chose, parce que c'est impossible à saisir. Il faut saisir vraiment dans un éclair quelque chose de l'ordre d'une logique qui a à l'œuvre là. Et cette logique-là, c'est que du moment qu'il est sorti et qu'il ne peut plus entrer, alors je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire c'est là où s'ouvre l'appareil psychique, d'une certaine manière. Il est passé d'un monde clos, aquatique, sonore, à un monde qui est visuel, la lumière le transperce, un monde aérien, l'air lui brûle les poumons, il crie parce que c'est douloureux, et il n'a pas accès, donc il ne peut pas, il est dans l'impuissance de revenir. Donc le premier élément, disons, déterminant de l'aventure humaine, c'est de se confronter à l'impuissance, cette impuissance. Cette impuissance va trouver son mode résolutoire, découvert bien sûr par la psychanalyse, par Freud, par la bascule qui sera dite comme telle, c'est-à-dire énoncée par Lacan, mais c'est Freud qui l'amène quand même, de passer d'un impossible à faire à un impossible à dire. C'est là où il y a une bascule entre donc le faire et le dire. Le dire qui est un faire pour la psychanalyse, bien sûr. Puisque ce n'est pas la même chose, donc, d'être confronté à l'impuissance. Il ne peut pas revenir dans le ventre de la mère, c'est terminé, c'est foutu. C'est ça qu'on va appeler plus ou moins, avec bonheur, la castration. Mais il y a quelque chose là qui a été coupé, dont le coupage du cordon symbolise et redouble l'effet. Il y a quelque chose qui est coupé. C'est impossible de revenir en arrière. Impossible, donc j'emploie ce mot-là parce que l'impossible, ça va être un des déterminants, peut-être le principal déterminant
de ce que Lacan appelle réel. Et donc c'est impossible là à revenir, c'est-à-dire l'impossible appliqué à un acte, ça donne l'impuissance, mais ramener donc à la sphère de la parole, cette sphère de la parole qui s'ouvre au moment justement de la naissance, au moment de la constatation de cette impuissance, l'appareil psychique se met en route, et cet appareil psychique va être un mode compensatoire. C'est là où Freud découvre l'appareil psychique comme un système qui fonctionne sur deux principes, donc principe de plaisir et principe de réalité. Parce que ce système-là va provoquer chez l'enfant une hallucinose assez puissante pour lui permettre de continuer à vivre en assumant l'impuissance qui le caractérise. Et donc, cette impuissance, il a la promesse lointaine de pouvoir la reconquérir, c'est-à-dire passer au-delà de cette impuissance par l'impossible à dire, c'est-à-dire passer du faire au dire en faisant du dire un faire. Et ça, c'est l'avènement de la possibilité de la parole. C'est pour ça que l'enfant va être tout de suite donc pris dans le monde de la parole. Il arrive et bien qu'il soit incapable de le dire lui-même parce qu'il n'a pas de matériel symbolique, mais il a une pure oreille qui écoute et qui entend les logiques et qui conçoit que cet univers est structuré en parole. Et nous sommes, nous, donc, l'enfant étant le père de l'homme, comme Freud le rappelle en reprenant le vers de Wordsworth, nous sommes nous-mêmes, donc, en tant que fils, appelés à retrouver le sens de la parole. Cette parole-là, elle est non seulement ce qui commence sur un mode hallucinatoire parce que compensatoire et nous faire éprouver une certaine jouissance d'être là sans avoir accès directement à la chose, à retrouver donc assez de jouissance dans la parole, comme dira Lacan, pour que l'histoire continue. Bon disons quelque chose de plus. L'analyse n'est pas une science. C'est un discours sans lequel le discours dit de la science n'est pas tenable par l'être qui y a accédé depuis pas plus de 3 siècles. D'ailleurs, le discours de la science a des conséquences irrespirables pour ce qu'on appelle l'humanité. L'analyse, c'est le poumon artificiel. Grâce à quoi on essaie d'assurer ce qu'il faut trouver de jouissance dans le parler pour que l'histoire continue. On ne s'en est pas encore aperçu, et c'est heureux, parce que dans l'état d'insuffisance et de confusion où sont les analystes, le pouvoir politique aurait déjà mis la main dessus. Et pour ça, bien sûr, il s'agit de ne pas perdre la parole, de ne pas perdre cet accès à la parole. Chose qui, malheureusement, se perd chez les enfants rapidement, sauf chez une petite frange d'enfants. Il y a un très beau texte de Céline là-dessus, où il raconte donc entre, disons, 5 et 7 ans, comment les enfants, pris dans les discours dans lesquels ils sont, puisque comme ils sont des êtres de parole, ils vont pouvoir se situer par rapport au désir de l'autre, la mère, mais aussi le père, les autres, etc., dans un registre de parole qui va leur assigner une place dans l'ordre symbolique. Et il y en a une partie qui va conserver cette notion-là que la parole est surdéterminante et donc ils vont devoir jouer tout leur courage, toute leur vie, là, pour conserver cet accès à la parole. Et la plupart, malheureusement, se laissent prendre par les gratifications qui sont données au fait de se situer dans ce monde, disons, structuré par des discours, et où ils vont y trouver une satisfaction qui ensuite va s'avérer une satisfaction ruineuse, puisque nous sommes perdus dans l'univers des paroles. Puisque la parole existe là, ça veut dire qu'il y a une logique. Et s'il y a une logique, donc, comme dit Lacan, la logique est la science du réel. Donc la logique met en scène une vérité.
même s'il n'est pas capable de se le dire comme ça, il n'empêche que la logique a commencé à fonctionner. Vous verrez que dans les trois grandes structures de langage incorporé, qui sont la psychose, la perversion et la névrose, il y a toujours cette logique à l'œuvre, cette logique qu'on va retrouver dans les théories de la sexualité infantile, telles qu'elles sont décrites par Freud dans les 3 essais, et qui essayent donc de travailler, enfin qui travaille l'enfant, qui lui-même va essayer de ne pas perdre le fil donc de son orientation, puisqu'on parlait d'Orient et d'Occident. Là, il convient de revenir donc bien sûr à ce premier moment, pour repartir par la suite, à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce premier moment où l'enfant ne peut plus revenir donc dans le ventre maternel, dans le giron maternel. C'est terminé. Donc la logique lui fait conclure, en tout cas provisoirement, mais c'est un côté provisoire qui va durer très longtemps, que maintenant, puisqu'il ne peut plus revenir dans ce corps perdu, ce corps dont il a été arraché, eh bien, il y a quelque chose de mauvais dans ce corps. Il y a quelque chose qui a pris sa place. Et ce qui a pris sa place est forcément mauvais puisque ça l'empêche de rentrer lui. Alors là, c'est curieux, mais c'est très intéressant. On retrouve l'intuition faramineuse de Luther, là, le fou de Wittenberg, qui, au XVIIe siècle, va découvrir que pour que ça fonctionne, disons, la théologie chrétienne à laquelle il croit, de revenir aux textes originaux, comme il essaye de le faire, parce que je vous rappelle que quand on dit Luther aujourd'hui, on s'imagine tout de suite le mot protestant. Mais à l'époque de Luther, donc en 1530, même pas, au début du XVIe siècle, c'était pas du tout la manière dont il se voyait. Et le mot protestantisme n'apparaît qu'en 1630. Sa première occurrence repérée, c'est 1630. Donc 130, plus de 100 ans après l'avènement logique qui consiste pour Luther à concevoir que pour qu'il y ait l'amour, cet amour christique dont on parle, l'agapé, eh bien il aura fallu au préalable que la haine soit là. Et cette haine-là, elle est originelle, elle est la manifestation de ce qu'éprouve l'enfant comme un amour impossible. La haine, ce n'est rien d'autre que ça, c'est un amour impossible. Et cet amour impossible, il est qu'il ne peut plus revenir dans le ventre maternel parce que il y a cette chose qui se met en place, et cette chose, on l'a dit chose parce que c'est impossible à la nommer, c'est un procédé qui à la fois provoque une attraction effrénée vers le corps de la mère et simultanément un rejet, un dégoût, le sentiment qu'il y a là quelque chose de létal parce qu'il y a cette étrangeté. Cet étrange maintenant qui a pris la place et qui est venu se refermer, donc c'est occupé par autre chose. Et donc là, nous avons ce module-là de la chose qui va faire interférence toujours entre nous et le monde. Quand on voit le visage, même le visage de l'aimé, eh bien, il y a toujours la chose qui s'interpose entre. Parce que la chose, c'est la part de réel qui vient, inhérente au symbolique, nous mettre face au monde qui est inaccessible en soi, dans lequel on ne peut pas retourner et on ne peut pas aller non plus. Alors c'est là où, bien sûr, nous pouvons replacer cette phrase de Freud, comme quoi ce qu'on appelle la société procède du refoulement et pas l'inverse. Donc ça veut dire procède du refoulement. Ça veut dire que ce qu'on appelle nous la société, les autres, c'est notre propre refoulement. Donc si c'est notre refoulement, ça veut dire, ça pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'il y a refoulement ? Est-ce que, justement, ce qu'on découvre avec l'apparition de la chose et qui s'appelle la conscience morale,
est-ce que ça précède le refoulement ou est-ce que c'est l'inverse? On se rend rapidement compte que si nous nous interdisons certaines choses, là je pense à une phrase de ma fille quand elle avait 6 ans, qui m'a éclairé sur le sujet. À un moment, elle est venue me voir, elle m'a dit « Papa, est-ce que... » Non, elle m'a dit « Papa, pourquoi auparavant, je n'avais pas à me demander si ce que je me projetais de faire, ce que j'allais faire, était bien ou mal. Mais maintenant, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc la conscience morale, c'est ça. Et la conscience morale, donc, on le voit, elle est seconde par rapport au refoulement. Il y a d'abord le refoulement. Mais qu'est-ce qui est refoulé? Ce qui est refoulé, c'est justement cette différence, cet écart. Alors Lacan met une barre. Hein, quand il reprend les schémas de Saussure avec signifiant et signifié, il inverse bien sûr le signifiant et le signifié, puisque c'est comme ça que ça se passe dans l'inconscient, mais surtout il insiste sur le rôle de la barre, cette barre qu'il y a entre le signifiant et le signifié. C'est à partir du mouvement qu'il fait subir à cette barre, d'ailleurs, qu'il crée le graphe dit du désir, mais qu'on peut dire le graphe de Lacan, parce que lui n'emploie pas le terme graphe du désir, c'est les lecteurs après qui se disent lacaniens et qui justement pervertissent et corrompent le travail de Lacan, un peu comme ça arrive tout le temps, quoi. Il y a comme les suiveurs de Luther ont complètement corrompu le génie originel de Luther pour en faire l'inverse même, hein, puisque aujourd'hui le protestantisme, on a vu où ça mène et qu'est-ce que c'est, donc ça n'a plus rien à voir avec l'élan originel luthérien. Donc cette barre-là, c'est justement ce qui est refoulé originellement, et cette barre, c'est cette barre qu'il y a entre l'impuissance et l'impossible. Donc l'impuissance, c'est l'impuissance dans les discours de revenir de ce qui est en bas à droite vers ce qui est en bas à gauche, c'est-à-dire la vérité. La vérité. Au nom de quoi la jouissance va venir donc sous la forme du semblant, donc, et donc ce qui va venir à la place de la jouissance, et puis l'autre à qui on s'adresse et qu'on oublie justement que c'est notre propre refoulement. Ça va au-delà de l'oubli, bien sûr, c'est-à-dire que nous n'y avons plus accès. Donc le camp qui domine en ce moment et qui est un camp qui amène à un idéal de jouissance absolue. C'est-à-dire que les soi-disant valeurs, ça n'a rien à voir avec les valeurs. Bien sûr, il y a une inversion. Comme on l'a vu, il y a toujours des inversions. Hein. Comme on l'avait vu dans le Klemperer avec le mot fanatisme qui, au départ, était connoté négativement puisqu'il empêchait d'avoir le discernement. Et puis, à partir de l'avènement du nazisme, d'abord dans le discours, puisque c'est la langue est plus forte que le sang, dit Klemperer. Le fanatisme va devenir une valeur positive. Il faut être fanatiquement allemand. À l'époque, fanatiquement germanique, fanatiquement pour le Führer. Donc on voit que cette inversion-là, elle a toujours eu lieu dans tous les registres. Et donc là, nous sommes dans un registre qu'on appelle idéologique. Et cette idéologie, en fait, ce n'est rien d'autre que ce passage dans le premier moment de l'enfant de l'impuissance qui se transforme en impossible à dire, c'est de se retrouver dans le discours. Le discours est une idéologie. Nous avons donc une équivalence entre discours et idéologie, et aujourd'hui, nous sommes intégralement dominés par ce qui s'appelle le discours capitaliste, et ce discours capitaliste qui est, je vous l'ai déjà dit, le rejeton d'une copulation perverse entre le discours universitaire et le discours du maître, justement, prétend à des valeurs qui sont l'inverse, donc je vous l'ai dit, des valeurs spirituelles de l'époque où il s'agit de monter pas à pas, comme sur une échelle, des valeurs d'élévation de l'âme, comme ça se disait auparavant, et qui était d'assumer beaucoup plus durement la condition humaine en tant qu'elle est une
incondition humaine. Il y a quelque chose d'inconditionnel, c'est que nous sommes coupés. Donc, comment faire avec ça le mieux possible, avec le plus de dignité, avec le plus de capacité de se confronter justement aux difficultés qui se présentent à nous, en ne trahissant pas l'essence que nous sommes d'être des parlêtres, donc des porteurs de la parole. Parce que dès que nous oublions que nous sommes des porteurs de la parole, nous répétons, nous faisons que répéter, et nous répétons ce que nous entendons, donc dans les médias, sur les réseaux dits sociaux, partout, et on répète, bla bla bla, et répéter et parler, ce n'est pas la même chose. Parler, c'est vraiment s'approcher de cet impossible-là à dire quelque chose qui articule la dimension subjective qui est d'une singularité absolue avec ce qui est le monde et dont nous sommes justement coupés. C'est pour ça que Lacan dit le monde, il est immonde. Il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. Parce que nous vivons dans le fait de peupler le monde à partir de nos fantasmes. C'est ça qui se travaille en psychanalyse, c'est-à-dire découvrir que nous sommes aliénés à notre propre fantasme, puisque c'est notre condition originelle d'avoir été coupés et de nous réfugier dans l'hallucinose, en quoi consiste l'articulation entre principe de plaisir et principe de réalité. Donc nous avons des soi-disant valeurs qui sont des valeurs inversées, mais qui sont des valeurs pour la jouissance, c'est-à-dire la promesse, c'est d'être libéré de toute limite, de toute possibilité de limitation par rapport à la matière, par rapport à l'origine, par rapport aux déterminations, par rapport au corps, etc. Donc la promesse, c'est aujourd'hui, donc il y a des gens qui s'identifient à une fougère et qui veulent être traités comme une fougère, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, vous avez des écrits officiels émanant d'institutions qui disent un homme peut tomber enceinte. Ça n'a pas de sens. Mais c'est les promesses de leurs prétendues valeurs qui sont l'inverse des valeurs spirituelles de l'époque, puisque l'échelle de valeurs, je vous rappelle, ce sont des échelles de valeurs spirituelles qu'on trouve notamment chez saint Thomas et qui permettent, en s'y conformant, justement en faisant un travail sur sa propre psyché et sa parole, de s'élever dans la propre dignité qui doit être la nôtre d'être des êtres humains. Donc je vous rappelle que ce qui m'a le plus peiné à l'époque de la flambée du covidiotisme avec l'obligation de porter une guenille faciale, c'était que je me disais mais comment c'est possible qu'il n'ait aucune idée de ce qu'est un homme pour l'affubler de ce slip facial là. C'est pas du tout une idée qu'on peut avoir de ce qu'est l'homme. L'homme, c'est tout à fait autre chose que ça, et ça a été travaillé pendant 3000 ans, jusqu'à ce que la bascule ait lieu, là, il y a peu. Et donc cette bascule-là consiste à faire, justement, c'est ce qui différencie, j'en ai parlé plusieurs fois avec Ariane sur cette différence qu'il y a entre la psychanalyse d'un côté et puis tout ce qui est psy de l'autre, psychologie, psychothérapie, psychiatrie, etc. Parce que tout ce qui est social a priori va antifier quelque chose qui concerne un sujet et un seul dans le rapport de son sujet à la parole et donc au langage. Et donc dans la soi-disant promesse des valeurs, évidemment, c'est promis pour tous, pour tout le monde, mais ça veut dire pour personne, puisque c'est à chacun de conquérir ses propres valeurs, justement, qui lui permettent de faire avec l'aliénation qui est la sienne, c'est-à-dire son propre fantasme, le fait de jouer effectivement avec ses limites, mais ça passe par la parole. Ça ne peut pas vous être donné par un autre, parce que si vous antifiez l'autre comme ça, vous mettez l'autre en position de grand autre non barré, c'est-à-dire non castré, et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire avec l'univers néolibéral porté par Macron, Trudeau, toutes les sociétés occidentales, là, avec cette promesse donc de jouissance tous azimuts. Là, il y a l'espèce de crétin qui s'appelle Alexandre, je sais plus comment, Laurent Alexandre, là, qui s'imagine qu'il va vivre éternellement sur un disque d'ordinateur et qui trouve ça génial et remarquable, etc. On atteint là vraiment le pur délire
hors sens de toute possibilité humaine, et pourtant, il y a des gens qui sont saisis par ça, comme une promesse, bien sûr, d'une liberté absolue. Mais il est connu depuis la plus haute antiquité que la liberté ne peut pas fonctionner sans son contrepoint qui est la nécessité. Ananké, c'est la nécessité. Et la nécessité, c'est qu'il y ait une limite. Et cette limite poros, à partir de quoi on peut s'emparer de quelque chose, on la retrouve d'ailleurs dans le concept allemand, Begriff, c'est-à-dire un assemblage de mots qui est fait de telle manière que on peut s'en saisir. Begriff, ça veut dire on peut le prendre avec la main. Donc il s'agit pour nous d'élever notre expérience existentielle au niveau d'un concept dont on peut se saisir. Et ça, c'est le travail de la parole. Donc, évidemment, face à toutes ces fausses valeurs-là qui sont mises en avant, bien sûr, ce qui est refoulé par eux, c'est le contrepoint, c'est-à-dire la nécessité d'une limite. Donc, d'où vont venir les limites ? Eh bien, d'un État qui devient un État coercitif et punitif. Vous n'avez plus le droit de rien faire ni de rien dire parce que les limites se sont déplacées et cette fois, c'est l'État qui va vous contraindre. Et donc, bien sûr, d'État, il n'y en a pas. Parce que si c'est, comme disait Hegel, censé représenter... l'État est censé représenter le bien commun de tous. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'État. Il y a un appareil d'État. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est la partie, disons, de la violence légitime, la police, la justice, etc., qui est aux mains de sociétés privées. Donc des gens les plus riches de la planète qui, justement, sous couvert des gouvernements locaux, vont faire appliquer une main de fer, le totalitarisme, ce que Ariane Bilerin appelle le totalitarisme, mais qui n'est rien d'autre que l'émergence du nazisme, la réémergence du nazisme sous d'autres formes, hein, parce que ce sont les mêmes principes qui sont à l'œuvre, et donc voilà ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un déplacement, tout simplement. Donc si on revient à la phrase de Beckett, ce qui se passe, ce sont des mots. Il s'agit pour nous de nous reconfronter aux mots qui peuvent s'entendre M-A-U-X, bien sûr, de telle manière que je puisse réinscrire le sujet de mon énonciation dans mes propres énoncés, c'est-à-dire mon rapport à la parole. Quand je dis quelque chose, qu'est-ce que je dis, non pas pour me faire comprendre de manière imaginaire avec les autres, parce que personne ne peut comprendre personne d'autre, mais qu'est-ce que je me dis de ce mot-là que je dois élever aussi au plan du signifiant. Alors, il y a un mot pour ça qui, bien sûr, a été complètement oublié, je n'ose dire refoulé, mais c'est quand même ça. C'est un mot qui était courant au 15e, 16e siècle, c'est le mot assurrection. Assurrection, donc le surrection, c'est comme le surgissement, donc c'est de se tenir debout, et ce mot-là, c'est ce qui aujourd'hui devrait nous servir, et c'est pas pour rien qu'on ne le voit et qu'on ne le lit nulle part, pour nous dresser, nous hisser sur nos propres paroles, pour pouvoir vivre une vie d'homme qui ne soit plus d'être imaginairement fondu, identifié à des sociétés, mais plutôt en tant que question, que suis-je en tant que représentant de l'espèce humaine dans sa dimension diachronique et dans le fait que, qu'on le veuille ou non, nous restons des par-l'être, c'est-à-dire des êtres de parole qui sont censés porter la parole, parce que ce qui nous différencie de toutes les autres espèces, justement, c'est que nous devons la porter, cette parole. Nous ne sommes pas seulement un manifeste de la parole, pour reprendre des termes qui confinent à la théologie, puisque vous savez que Lacan dit que le dire et le Dieu, c'est la même chose. Donc ce qui reste de Dieu en nous, qui est parti, c'est la parole, et
notre capacité de nous situer par rapport à cette parole. Alors, pour donner un petit exemple de la manière dont fonctionne un principe de plaisir, principe de réalité que nous sommes, chacun de nous, avec le réel, puisque principe de plaisir et principe de réalité, nous l'avons déjà vu quelques fois, nous ne devons pas les opposer. Bien sûr que dans un certain sens, le principe de réalité va venir limiter le principe de plaisir, mais seulement pour le différer temporellement, mais l'appareil psychique lui-même, sa fonction étant d'isoler du réel, bien sûr, nous devons faire avec le réel, et le réel va venir toujours déstructurer et essayer de pénétrer, parce que nous sommes voués à ça, c'est-à-dire nous sommes voués à faire avec le réel, et c'est ce qui caractérise la psychanalyse, c'est justement d'accepter de faire avec le réel. Alors, le réel va arriver au moins de deux manières différentes, soit par un surgissement qui vient faire voler en éclats la réalité fantasmatique dans laquelle nous vivons, donc c'est un accident qui arrive de manière fractale et qui vient foutre en l'air ce à quoi nous croyons comme étant le plus solide et le plus installé. Et puis, mais ce réel-là, on n'y accède qu'après coup. Une fois que c'est arrivé, dès que nous le portons à la parole, nous pouvons retrouver par la parole accès à ce réel-là. Mais la manière, disons, la plus ordonnée, la plus sérieuse, c'est d'apprendre à faire avec le réel inhérent au symbolique, c'est-à-dire le réel qu'il y a dans la parole elle-même. Ça, c'est tout le travail de la psychanalyse qui consiste justement à se mettre dans l'écoute de notre propre parole de telle manière que, en modifiant les rapports du sujet au réel, il y a quelque chose qui se modifie dans l'aliénation fondamentale fantasmatique qui s'ouvre et se déplace de telle manière que la vie nous soit plus amie. Donc nous avons là tout le travail en jeu et qui, bien sûr, ne peut pas faire abstraction de ce qu'on appelle le monde, donc, dont on a vu, le monde, en fait, n'est qu'un fantasme qui se soutient d'un certain type de pensée. Donc il s'agit pour nous d'arriver à changer quelque chose dans notre manière de penser. Ça, c'est retrouver l'accès au signifiant. Et donc, cet accès au signifiant, là, nous allons essayer de l'illustrer par une petite histoire dans un livre de Kundera qui s'appelle « La valse aux adieux ». Et j'avoue que j'avais lu Kundera il y a longtemps et je n'avais pas pu entrer dans la subtilité de son écriture. J'ai pu heureusement réparer ça il y a peu de temps en relisant intégralement l'œuvre de Kundera. Et là, il y a quelque chose d'absolument remarquable dans ce travail, puisqu'il arrive à mettre en mots, sous forme romancée, d'histoire, de récit, ce que j'essaye péniblement de vous expliquer depuis le début de ce séminaire. Et là, notamment, donc entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce roman, il y a l'histoire de Yacoub. Et Yacoub est un personnage qui n'est pas le personnage central du roman. Il est même plutôt périphérique, puisque le roman se place autour d'une jeune infirmière dans une station thermale et puis le prétendu père de son enfant à venir. C'est toute une intrigue qui se passe donc en Bohème, comme la plupart des romans de Kundera. Et ce personnage-là apparaît au milieu du roman comme étant quelqu'un qui a été victime d'une injustice, puisqu'il a été dénoncé dans une des nombreuses purges staliniennes, et il a réussi à s'en sortir. Et échaudé par cette expérience, il avait demandé à
un médecin de ses amis de lui donner une petite pilule bleue. Alors, c'est pas le Viagra. Mais au fond, ça correspond un peu, puisque c'est un poison mortel. Il a voulu... Alors, le Viagra n'est pas un poison mortel. Déjà, ils ont assez de morts sur la conscience, Pfizer, pour qu'on le rajoute celui-là. Mais c'est un poison mortel pour l'esprit, puisque, justement, pour faire ce petit aparté, pour faire la différence entre le phallus et le pénis en psychanalyse, donc, le Viagra qui a été découvert totalement dans ce qui s'appelle le concept de sérendipité, c'est-à-dire sans le chercher, c'est qu'il y a une possibilité dans une molécule de faire dresser un membre viril. Et donc c'est un remède contre l'érection défaillante, qui a été trouvé comme ça par hasard. Mais justement, c'est-à-dire que du fait même de pouvoir faire ça chimiquement, au moment où l'homme qui s'imagine qu'être homme, c'est pouvoir défoncer une femme, il perd son statut phallique, puisque ce qui fait la qualité d'une érection, c'est justement le rapport avec la parole, avec la psyché. Et donc, à partir du moment où il se voit doté d'un pénis artificiel avec le Viagra, eh bien, il perd le phallus, c'est-à-dire toute capacité de parler, puisqu'il s'est entièrement livré au monde comme étant une solution pour son impuissance, c'est le cas de le dire, qui justement se trouve guéri de manière magique. Non, il n'y a pas de manière magique. La seule magie, comme dit Freud au tout début, ce sont les mots, parce que les mots et la magie, au début, voulaient dire la même chose. Donc, fermons la parenthèse, c'était juste histoire d'être dans le ton de l'impuissance et de l'impossibilité à dire, puisqu'on peut dire que le Viagra, c'est ça. Eh bien, il réfléchit, parce que maintenant il décide de quitter la bohème, et il réfléchit et il se dit, mais peut-être au fond, est-ce que c'est vraiment un poison mortel qu'il m'a donné ? Et puis, il tombe sur une boîte de pilules qui sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire, ce sont des pilules bleues de la même forme, etc. Et il met sa pilule au milieu des autres pilules. Et cette boîte appartient à l'infirmière, justement. Alors, il a quelque chose contre l'infirmière, mais c'est quelque chose de totalement imaginaire. C'est-à-dire qu'elle est la fille de quelqu'un qui trouve que c'est impossible qu'il y ait autant de chiens dans la rue, etc., qu'il faut s'occuper des chiens et qu'il faut les euthanasier parce qu'il y a trop de chiens sauvages, etc. Et lui adore les chiens. Et donc, comme elle est la fille de ce personnage-là, il a tendance, disons, à la placer dans le camp contre, un peu comme on fait aujourd'hui, il y a les pour, il y a les contre. Et donc, ça donne des jugements a priori, comme ça, qui vont nous entraîner dans les pires erreurs et les pires errements. Parce que, bien sûr, cette fille-là n'a rien à voir avec ça. Elle vit son propre destin. Et une fois qu'il a posé cette pilule dans le tube, il s'aperçoit qu'elle prend le tube et que maintenant, il doit la prévenir. Il doit absolument enlever le comprimé parce que sinon, il risque d'avoir un mort sur la conscience. Mais il se dit, mais en même temps, c'est pas... J'y crois pas que ce médecin m'ait donné un vrai poison mortel. Donc, quelque chose l'empêche d'agir et il rentre dans une procrastination. Alors, cette procrastination, elle est très intéressante parce que, d'une certaine manière, elle marque le passage entre la structure de la perversion et celle de la névrose qui, vous le savez, est la névrose obsessionnelle, puisque la névrose, c'est une névrose obsessionnelle. Au début, on pensait que l'hystérie est une névrose, mais petit à petit, avec le travail effectué sur la structure, on s'aperçoit que l'hystérie est un discours et que l'obsession est une dérivation qui va permettre au sujet de quitter la perversion pour entrer dans la névrose. Mais bien sûr, il y a des traits de perversion dans la névrose obsessionnelle, mais ces traits-là sont vécus exclusivement sur le plan du fantasme, du psyché. C'est-à-dire ces fantasmes sont hyper pervers, mais dans le réel, eh bien, il n'agit pas
il met pas en scène sa perversion, il ne jouit pas de la mise en scène consciente qu'il aura fait de sa perversion, comme le font les pervers authentiques. Donc, il y a ce passage-là clinique entre la structure de langage incorporé qui s'appelle perversion. Pour la psychanalyse, je vous rappelle qu'il n'y a que 3 structures de langage incorporé et que ce n'est pas mal ou bien d'être psychotique, pervers ou névrosé. Nous sommes, de toute façon, dans un passage de l'un à l'autre. Nous avons tous été psychotiques. Ensuite, nous sommes passés par cette phase-là, qui s'appelle la perversion du point de vue de la structure. Et puis, quand on choisit une structure, c'est qu'on ne peut pas faire autrement en étant enfant, parce que c'est la structure qui nous permet de faire face à l'impossible de l'existence qui nous est représentée, notamment par le discours familial, par les difficultés que nous rencontrons, etc. Et donc, c'est normal d'être psychotique, c'est normal d'être pervers, c'est normal d'être névrosé. Et il y a une sortie de la névrose par disons, en passant de l'obsession à l'hystérie. Ça, c'est le travail de la cure, notamment. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Dans la cure, on hystérise le sujet de telle manière qu'il peut émerger de la dimension obsessionnelle de la névrose. Donc, ce personnage-là, évidemment, son système psychique, il va s'activer de manière remarquable, c'est-à-dire typiquement obsessionnelle. Puisque, un peu comme le bébé qui sort du ventre, etc., tac, ça se met en scène tout de suite et toutes les hypothèses donc vont le travailler. C'est-à-dire, le poison n'est pas un poison, qu'est-ce que j'ai fait là, etc. Et pourquoi il n'arrive pas à agir? Parce qu'il se dit, bon, il y a quand même une vie en jeu, là, il faut que j'aille au moins récupérer le médicament, enfin la pilule, et... Petit aparté encore, donc le pharmacone, c'est ça. Pharmacone, c'est un dosage au départ. Une substance, à une certaine dose, elle peut guérir, à une autre, elle devient létale. Donc on voit là qu'il y a, dans le lapsus que je fais entre médicaments et pilules, il y a quelque chose de l'ordre de cette dimension du pharmacone qui est une modulation, une histoire de degré, comme il y a exactement de la même manière entre principe de plaisir qui peut amener à la jouissance, la flambée des sens, et la modulation par le principe de réalité qui, lui, va, disons, moduler cette jouissance, de toute façon, pour éviter isoler du réel. Donc, ce personnage va passer par plusieurs phases où la plus absurde, qui peut nous sembler drôle, mais c'est typiquement ce à quoi se confronte l'obsessionnel. Nous l'avons vu dans un séminaire précédent sur ce qui caractérise l'obsessionnel, c'est de vouloir un désir qui ne soit pas le désir de l'autre, justement. Il veut nier le désir de l'autre. Ce en quoi on voit la filiation, le passage entre la psychose, la perversion et la névrose obsessionnelle. Donc, dans la négation de cet autre-là, évidemment, lui, il le met en scène, il dit que, en fait, s'il n'y va pas, c'est que c'est une épreuve qui lui est envoyée par Dieu, auquel il ne croit pas. Donc c'est là où on est dans l'obsessionnel, puisque l'obsessionnel, lui, il voudrait un désir qui soit à lui, mais il a besoin quand même de l'aval de l'autre, puisque le désir, c'est toujours d'abord le désir de l'autre, puisque l'autre nous précède, l'autre du langage est toujours là avant nous. Donc tous les scénarios de notre désir sont déjà contenus dans l'autre. Mais l'obsessionnel, lui, il veut que ce soit le sien propre, donc indépendamment de l'autre, mais en lui demandant quand même l'autorisation, puisque sinon, il n'a pas accès à la parole. Alors ça fait penser, bien sûr, à la fameuse phrase de Cormac McCarthy, « Il n'y a pas de Dieu, mais nous sommes ses prophètes ». Il a intégralement raison. Donc, il ne croit pas en Dieu, mais il va se mettre à l'épreuve, mais plus que ça. Donc, le Dieu qui le met à l'épreuve, évidemment, il ne veut pas lui mentir. Au fond, il n'est qu'un assassin. Voilà. Et alors, en disant ça, ce que nous entendons, parce que nous connaissons son histoire, c'est qu'il reprend la position de son autre, qui est la purge stalinienne, qui assassine les gens. Donc, il est coincé dans cette espèce de logique infernale qui ne trouve pas de débouché, l'impasse, parce que la logique elle-même est faillée. C'est pour ça que
je vous l'ai déjà dit, il y a toujours un mythos dans la logique, hein, le mythe du père de l'ordre primitif dans l'arsenal conceptuel de Freud et celui de la lamelle dans tout le travail de logique de Lacan, parce que la logique elle-même est faillie. Il y a besoin d'un sujet qui y mette son propre corps et donc son instance de l'énonciation dans son énoncé pour que ça puisse fonctionner pour lui. Parce que la parole, avant d'être adressée à un autre, elle est toujours d'abord adressée au sujet lui-même. Le sujet se parle d'abord à lui-même. Donc il va passer par tous les méandres logiques des démentis, de sa culpabilité qui n'en est pas une, que au fond, il n'est pas vraiment un assassin puisque la fille n'est pas morte, etc. Et donc ça fonctionne comme ça dans sa tête, jusqu'à, comme une sorte de dialogue intérieur, jusqu'à ce qu'il parte. Et il s'en va, il arrive à la frontière, bon, le roman va se terminer là-dessus, et il arrive à la frontière, et au fond, ce dont on s'aperçoit, c'est que il y a une coupure, justement, entre son propre système psychique isolé du réel et le réel dont il ne sait rien. Mais il ne sait rien, mais d'une certaine manière, c'est ça l'inconscient, il le sait, mais il ne sait pas qu'il le sait. C'est que la fille va prendre la pilule et va mourir. Mais lui, il ne le saura pas consciemment, mais d'une certaine manière, il est conditionné par son acte, même s'il ne sait pas son acte. Et donc c'est ça l'inconscient. Et l'inconscient, la différence, dit Lacan, entre la mathématique dont il utilise les principes logiques et l'inconscient, c'est que le réel que visent les mathématiques est en soi toujours inabordable en tant que tel, tandis que par l'inconscient, le réel pâtit du signifiant. Et c'est ça qui définit l'inconscient, c'est-à-dire que il y a une passion du signifiant. Et ça, c'est cette passion du signifiant qui nous anime et qui illustre la littérature. Donc je vais vous lire un petit peu le passage de Yacoub. Yacoub venait en effet de comprendre qu'il lui était absolument égal que la créature aux cheveux jaunes survive, et que ce serait en fait de l'hypocrisie et une comédie indigne s'il tentait de la sauver, qu'il ne ferait ainsi que tromper celui qui le mettait à l'épreuve. Car celui qui le mettait à l'épreuve, entre parenthèses, Dieu qui n'existe pas, voulait connaître Yacoub tel qu'il était vraiment, et non tel qu'il feignait d'être. Et Yacoub avait résolu d'être loyal envers lui, d'être celui qu'il était vraiment. Nous nous retrouvons ici un peu plus tard, donc il est parti de la ville, avec la conscience lourde et en même temps légère de ce qu'il a fait, puisque au fond il trouve son mode compensatoire hallucinatoire dans ses propres cogitations. Yacoub tourna la clé de contact et la voiture démarra. Il passa les dernières villas de la station et se trouva dans un vaste paysage. Il savait qu'il avait environ 4 heures de route jusqu'à la frontière et il ne voulait pas se presser. L'idée qu'il roulait par ici pour la dernière fois rendait ce paysage cher à son cœur et insolite. Il avait à tout moment l'impression qu'il ne le connaissait pas, qu'il était différent de ce qu'il imaginait et qu'il était dommage de ne pouvoir y demeurer plus longtemps. Mais il se dit aussitôt que tout ajournement de son départ, que ce soit d'un jour ou de plusieurs années, ne pourrait de toute façon rien changer à ce qui le faisait maintenant souffrir. Il ne connaîtrait pas ce paysage plus intimement qu'il le connaissait aujourd'hui. Il devait accepter l'idée qu'il allait le quitter sans le connaître, sans en avoir épuisé les charmes, qu'il allait le quitter à la fois comme un débiteur et comme un créancier. Quitter, c'est être coupé d'eux. Ensuite, il se reprit à penser à la jeune femme à laquelle il avait donné le poison fictif, en le glissant dans un tube de médicaments. Et il se dit que sa carrière d'assassin avait été la plus brève de toutes les carrières. « J'ai été un assassin pendant environ 18 heures, se dit-il, et il sourit. Mais aussitôt, il se fit une objection.
Ce n'était pas vrai. Il n'avait pas été un assassin pendant si peu de temps. Il était un assassin et le resterait jusqu'à sa mort. Car peu importait que le comprimé bleu pâle fût ou non du poison, ce qui comptait, c'était qu'il le croyait et qu'il n'avait malgré cela donné à l'inconnu et qu'il n'avait rien fait pour la sauver. Il se mit à réfléchir à tout cela avec l'insouciance d'un homme qui a compris que son acte se situe sur le plan de la pure expérimentation. Son meurtre était étrange. C'était un meurtre sans mobile. Il n'avait pas pour but un avantage quelconque au profit du meurtrier. Quel en était donc exactement le sens ? Le seul sens de son meurtre était manifestement de lui apprendre qu'il était un meurtrier. Le meurtre en tant qu'expérimentation, acte de connaissance de soi, cela lui rappelait quelque chose. Oui, c'était Raskolnikov. Raskolnikov avait tué pour savoir si l'homme a le droit de tuer un être inférieur et s'il aurait la force de supporter ce meurtre. Par ce meurtre, il s'interrogeait sur lui-même. Oui, il y avait quelque chose qui le rapprochait de Raskolnikov. L'inutilité du meurtre, son caractère théorique. Mais il y avait aussi des différences. Raskolnikov se demandait si l'homme de talent a le droit de sacrifier une vie inférieure au nom de son propre intérêt. Quand Yacoub avait donné à l'infirmière le tube qui contenait le poison, il n'avait à l'esprit rien de semblable. Yacoub ne se demandait pas si l'homme a le droit de sacrifier la vie d'autrui. Au contraire, Yacoub était depuis toujours convaincu que l'homme n'a pas ce droit. Ce que Yacoub craignait, c'était plutôt que le premier venu ne se l'arroge. Je fais une petite parenthèse ici dans la lecture parce que ça c'est vraiment métaphorique de ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui donnent à d'autres des médicaments qui sont des poisons au moins potentiels. Et donc si vous relisez ce texte avec attention, vous avez ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire le meurtre comme expérimentation. Je continue. Yacoub vivait dans un monde où des gens sacrifient la vie des autres à des idées abstraites. Transhumanisme. Yacoub connaissait bien les visages de ces gens, visages tantôt insolemment innocents, tantôt tristement lâches, visages qui exécutaient sur leur prochain avec des excuses, mais soigneusement un verdict dont il savait la cruauté. Yacoub connaissait bien ces visages et il les détestait. En outre, Yacoub savait que tout homme souhaite la mort d'un autre et que deux choses seulement le détournent du meurtre, la peur du châtiment et la difficulté physique de sa mise à mort. Yacoub savait que si tout homme avait la possibilité de tuer en secret et à distance, l'humanité disparaîtrait en quelques minutes. Il lui fallait donc conclure à la totale vanité de l'expérimentation de Raskolnikov. Mais alors pourquoi avait-il donné le poison à l'infirmière ? N'était-ce pas un simple hasard ? Raskolnikov avait en effet longuement ourdi et préparé son crime, tandis que Yacoub avait agi sous l'emprise d'une impulsion instantanée. Mais Yacoub savait qu'il s'était lui aussi inconsciemment préparé à son meurtre pendant de longues années et que la seconde où il avait donné le poison à Ruzena était la fissure où s'enfonça, comme un levier, toute sa vie passée, tout son dégoût de l'homme. Raskolnikov, quand il avait assassiné à la hache la vieille usurière, savait bien qu'il franchissait un seuil effroyable, qu'il transgressait la loi divine. Il savait que la vieille femme, bien que sans valeur, était une créature de Dieu. Cette peur qu'éprouvait Raskolnikov, Yacoub l'ignorait. Pour lui, les êtres humains n'étaient pas des créatures divines. Yacoub aimait la délicatesse et la grandeur d'âme, mais il s'était persuadé que ce ne sont point là des qualités humaines. Yacoub connaissait bien les hommes, c'est pourquoi il ne les aimait pas. Yacoub avait de la grandeur d'âme, c'est pourquoi il leur donnait du poison. Je suis donc un assassin par grandeur d'âme, se dit-il, et cette idée lui parut ridicule et triste. Raskolnikov, après avoir tué la vieille usurière, n'avait pas eu la force de maîtriser le formidable orage du remords. Tandis que Yacoub, qui était profondément convaincu que l'homme n'a pas le droit de sacrifier la vie des autres, n'éprouvait pas de remords. Il tenta d'imaginer que l'infirmière était vraiment morte pour voir s'il éprouvait un sentiment de culpabilité. Non, il n'éprouvait rien de tel. Il roulait, l'esprit tranquille et paisible, à travers une contrée douce et souriante qui lui faisait ses adieux.
Raskolnikov a vécu son crime comme une tragédie et il a fini par succomber sous le poids de son acte. Et Yacoub s'étonne que son acte soit si léger, qu'il ne pèse rien, qu'il ne l'accable pas. Il se demande si cette légèreté n'est pas autrement terrifiante que les sentiments hystériques du héros russe. Il roulait lentement et il interrompait ses réflexions pour regarder le paysage. Il se disait que tout l'épisode du comprimé n'était qu'un jeu sans conséquence, comme toute sa vie, dans ce pays où il ne laissait aucune trace, aucune racine, aucun sillon, et d'où il s'en allait maintenant, comme s'en irait une brise, une bulle d'air. Voilà le passage qui est assez évocateur, on dirait presque une anticipation de ce qui se passe aujourd'hui, de pouvoir tuer à distance et sans éprouver les conséquences en forçant les gens à avaler des poisons. Donc, au début de ce séminaire, je vous ai parlé du camp des progressistes, c'est-à-dire de tous ceux qui promettent justement une jouissance sans limite, c'est-à-dire l'évacuation du réel. Vous vous souvenez que le discours capitaliste, en fait, c'est l'évacuation du réel. Il n'y a pas d'impossible. Donc, il n'y a pas d'impossible qu'un homme soit en 5, que vous puissiez vous identifier à une fougère ou à une couleuvre. Il n'y a plus d'impossible. Mais, nous l'avons vu, la limite, elle, y est, puisque nous avons un corps et nous sommes dans le langage qui lui-même a des racines et donc des limites. Il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut pas aller, et ça s'appelle Urverdrängt, le refoulement primitif de Freud. Donc ce que l'enfant refoule, c'est justement cette possibilité pour lui de faire la différence entre l'impuissance et l'impossible à dire. Et il refoule que le monde est à jamais inaccessible pour lui et qu'il est convoqué donc dans le registre de son propre appareil psychique à faire avec le réel. Ça, c'est ce sur quoi, justement, nous travaillons en psychanalyse, c'est-à-dire que l'analysant, lui, va mettre à l'épreuve sa propre parole sur le divan. Pour revenir donc à l'opposition, bien sûr que ceux qui sont contre, comme le dit Hegel, se poser en s'opposant, c'est renforcer la position de celui à qui on s'oppose. Donc, d'une certaine manière, avec les gens qui sont d'un côté et les gens qui sont de l'autre, c'est une impasse. Parce que c'est manifeste notamment dans les textes de Kundera, les persécutés ne sont pas meilleurs que les persécuteurs. Ça ne suffit pas de se dire contre le système en place. Encore faut-il accéder à une troisième dimension, qui est celle du réel, celle que propose entre autres la psychanalyse, mais que proposait auparavant, disons, l'accès à la divinité lorsque les choses étaient correctement posées. Et là, je vais finir là-dessus, donc, parce que j'ai lu il y a peu de temps, là, un roman qui a eu le Goncourt il y a une dizaine d'années ou une douzaine d'années, qui s'appelle « Le sermon de la chute de Rome » de Jérôme Ferrari. Et je n'avais pas lu Jérôme Ferrari. Bon, il est corse, en plus il se trouve que ma sœur le connaît, qu'il est le gendre d'une très bonne amie de ma sœur, qu'il a travaillé dans le lycée où elle travaille, que mon frère a bu des coups avec lui, etc. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler. Enfin, non, c'est pas que je n'avais pas entendu parler. J'avais entendu le fait qu'il y avait eu un Corse qui avait eu un Goncourt, mais c'est pas pour autant que j'avais lu le livre. J'étais dans d'autres lectures. Et là, j'ai découvert ce livre et je l'ai trouvé absolument excellent. Pas seulement pour le fait qu'il arrive avec un style et une syntaxe brillante à restituer ce que je connais de la Corse, mais la fin est remarquable parce que le sermon de Saint-Augustin sur la chute de Rome rappelle justement cette troisième dimension du réel qui échappe absolument au symbolique et à l'imaginaire. Et auparavant,
Donc, lorsqu'il y avait cette possibilité d'accès à une parole de ce type-là, il n'y avait pas de manipulation aussi évidente possible qu'aujourd'hui, où le monde est réduit à un système binaire d'opinion par la surpuissance donc de l'idéologie qui passe dans ce discours dominant qu'est le discours capitaliste. Donc, nous avons là aujourd'hui une possibilité d'émergence de la bêtise dans laquelle nous sommes pris, notamment la bêtise de ce discours-là, à condition bien sûr de traverser ce qui nous fait surgir de la bêtise, c'est-à-dire notre propre angoisse. Au lieu de la fuir dans la médication et toutes sortes d'activités aliénantes et débilitantes, il s'agit de se confronter à notre absence de parole, notre promesse, qui est la promesse qui est la nôtre de nous acheminer vers notre parole.